Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi 3 avril, pour la correction des exercices de la semaine dernière. Alors nous allons commencer par l'exercice 6. Il s'agissait de résoudre des équations diophantiennes, donc je détaille la première. On en a fait plusieurs, regardez les vidéos de la semaine dernière. Et je ne détaillerai pas les autres, pas tellement. Donc première équation, 3x plus 7y égale 1. Déjà, il y a une solution d'après Bézout. Très important, parce que 3 et 7 sont premiers entre eux, le PGCD de 3, 7, c'est 1. Donc d'après le théorème de Bézout, il y a une solution. Alors la solution particulière, c'est pas la peine de faire l'algorithme d'Euclide, elle se détermine de tête, moins 2, 1, puisque je vois que 3 fois moins 2, moins 6, plus 7, ça fait bien 1, plus 7 fois 1, voilà, donc ça va. Donc pour résoudre l'équation, alors je m'y suis pris un petit peu différemment que dans le cours, mais c'est pareil, soit xy un couple de solutions, si 3x plus 7y égale 1, comme 3 fois moins 2 plus 7 fois 1 ça fait 1, ça veut dire que 3x plus 7y c'est égal à 3 fois moins 2 plus 7 fois 1. On regroupe les 3 et les 7, ça fait 3 facteur de x plus 2 égale 7 facteur de moins y plus 1. On retrouve l'équation pour laquelle on va pouvoir appliquer le théorème de Gauss. Voilà. Donc, comme 3 est premier avec 7, et que 3 est un diviseur de 7 moins y plus 1, alors d'après le théorème de Gauss, 3 divise moins y plus 1. Je n'ai pas bien rédigé ici, c'est pour ça que je décris à l'oral la manière de rédiger lors d'un examen. Donc si 3 divise moins y plus 1, il existe k un entier relatif, tel que moins y plus 1 égale 3 fois k, donc y égale moins 3k plus 1. On repart de l'équation du haut, et cette fois-ci, on va remplacer moins y plus 1, ici. On va le remplacer par 3k, puisque moins y plus 1 égale 3k. Qu'est-ce que ça me donne? Ça va faire 7 fois 3k. Je recopie 3x plus 2. Les 3 se simplifient, ça fait x plus 2 égale 7k. Et donc, x égale moins 2 plus 7k. Donc, si xy est un couple de solutions, alors forcément, x est égal à moins 2 plus 7k, et y est égal à moins 3k plus 1. Maintenant, vérifions que, quel que soit l'entier relatif k, eh bien, moins 2 plus 7k, moins 3k plus 1 sont solutions. Donc pour ça, je calcule 3x plus 7y, en remplaçant x et y par ces valeurs-là, en fonction de k, et je vais voir que ça fait toujours 1. Donc 3 fois moins 2 plus 7k plus 7y, je remplace par moins 3k plus 1, et donc on obtient bien 1. Donc ça marche. Donc toutes les solutions sont tous les couples sous la forme moins 2 plus 7k et moins 3k plus 1 pour tout k appartenant à z. Voilà. Deuxième équation de diophantienne, ça va très vite. 4x plus 7y égale 1, il ne peut pas y avoir de solution. D'après le théorème de Bézout, car 4 et 6 ne sont pas premiers entre eux, ils ont un diviseur commun, c'est 2. D'ailleurs, s'il y avait une solution, comme 2 divise 4x et 2 divise 6y, ça voudrait dire que 2 divise 4x plus 6y, donc 2 divise 1. C'est impossible. Donc il ne peut pas y avoir de solution. Le troisième, voilà, alors maintenant je vais aller plus vite. Vous reprenez la méthode du premier, c'est toujours pareil. Donc 7x plus 13y égale 10. Alors pareil, juste un petit détail. Parfois il y a deux stratégies. Parfois on résout d'abord 7x plus 13y égale 1. On cherche une solution particulière, et ensuite on multiplie la solution particulière par 10. Ici, on pouvait le faire de tête. On voit que si on fait 7 fois 7, c'est 49, moins 3 fois 13, 39, ça fait 10. Voilà. Si vous ne le voyez pas, la méthode systématique, c'est vous résolvez d'abord 7x plus 13y égale 1. Vous pouvez faire éventuellement l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire le PGCD 13, 7 jusqu'à tomber sur 1 et faire la remontée. Vous aurez une solution particulière pour 1, pour égal 1, ensuite vous la multipliez par 10 et vous avez une autre solution particulière. Voilà. Franchement, ici, à mon avis, c'est un petit peu de la perte de temps. Pareil, je résous, je trouve une équation 7x moins 7 égale 13 moins y moins 3, et on fait toujours pareil, 7 est premier avec 13, donc 7 divise moins y moins 3, etc. La vérification, je ne l'ai pas faite, j'ai mis vérification OK, je vous laisse la faire. Donc 7 plus 13k et moins 3 moins 7k pour tout k appartenant à z sont les solutions de cette équation. Dernière équation, 26x moins 102y égale 24. Alors là, on a un problème, c'est que 26 et 102 ne sont pas premiers entre eux. Mais attention, je n'ai pas une équation de Bézout, je n'ai pas 26x moins 102y égale 1.
Si j'avais égal 1, il n'y aurait pas de solution. Mais là, j'ai égal 24. Et il se trouve que 2, c'est aussi un diviseur de 24. Donc, pensez d'abord à simplifier votre équation. On peut tout diviser par 2. Ça fait 13x moins 51y et égale 12. Et là, 13 est premier avec 51. Donc, d'après Bézout, il y a une solution pour 13x moins 51y égale 1. Et donc, en multipliant cette solution par 12, on aura une solution avec 12. S'il y a une solution avec 1, il y a une solution avec n'importe quel autre entier, bien sûr. Voilà. Donc, moi, je fais directement la solution particulière avec 12. Parce que, effectivement, moins 3 fois 13, ça fait moins 39. Moins 39 plus 51, ça fait 12. Si vous ne trouvez pas cette solution, pareil, vous faites le PGCD de 51 et 13, l'algorithme d'Euclide, vous remontez, vous trouvez une solution particulière pour 1, et après vous la multipliez par 12 et vous aurez une solution particulière avec 12. Voilà. Donc en prenant moins 3 moins comme solution particulière, eh bien on trouve 13x plus 3 égale 51y plus 1. Je n'ai pas fait la vérification, pareil. On trouve comme solution moins 3 plus 51k, moins 1 plus 13k, pour tout cas appartenant à z. Alors attention quand même, si vous n'avez pas la même solution particulière que moi, d'accord, il se peut que vous trouviez d'autres solutions pour x et pour y, mais attention, ce sera toujours plus 51k et plus 13k, parce que les solutions sont égales pour les x modulo 51 et pour les y modulo 13. En l'occurrence, si j'ai envie, je peux faire moins 3 plus 51, ça me donne 48, et je peux dire que c'est 48 plus 51k. C'est juste. C'est tous les entiers qui sont congrus à moins 3 modulo 51. D'accord? Voilà pour x. Donc c'est normal si vous ne trouvez pas forcément les mêmes solutions que moi, avec des solutions particulières différentes de moins 3, moins 1. Bien, l'exercice 7 maintenant. Alors, l'exercice 7, il fallait trouver d'abord l'équation de la droite AB. Voilà, niveau seconde, je vous laisse regarder la solution. On calcule la pente, puisque les abscisses sont différentes, donc ce n'est pas une équation du type x égale c, c'est important. 0 différent de 3, donc c'est une équation du type y égale mx plus p. La pente, il y a la petite formule c 1,25. L'ordonnée à l'origine, vous remplacez x, y par les coordonnées de a et vous trouvez p. Voilà, donc vous avez 1,25x plus 1,5. Pour trouver les points à coordonnées entières, il faut résoudre cette équation dans les entiers. C'est tout. Donc, cette équation, on multiplie tout par 4 pour se débarrasser des virgules. Ça me donne 4y égale 5x plus 6. C'est équivalent. Et donc, moins 5x plus 4y égale 6. J'ai une belle équation diophantienne que je résous avec les mêmes méthodes que tout à l'heure. Donc, PGCD de moins 5,4 égale 1. Donc, ils sont premiers entre eux. D'après Bézout, il existe une solution particulière. De tête, j'ai pris moins 2, moins 1 comme solution particulière. Donc, effectivement, on trouve une équation ici qui va nous permettre d'appliquer le théorème de Gauss. Je passe vite. La vérification, je ne l'ai pas faite. Eh bien, les points à coordonnées entières sont tous les points de la forme moins 2 plus 4k, moins 1 plus 5k, pour tout cas appartenant à z. Voilà. Voilà pour cet exercice. Maintenant, nous allons passer à un exercice un petit peu plus compliqué. L'exercice de l'activité 4, page 79. Alors, je vous ai donné cet exercice, en fait, dans un but particulier, c'était de vous faire faire du codage RSA. Donc, cet exercice est une petite introduction pour le petit théorème de Fermat. Bon, très honnêtement, je crois que j'ai laissé tomber la possibilité de faire le RSA en visioconférence. Donc, je le corrige quand même, et on verra si on rentre en classe en mai. On verra, pour faire une petite parenthèse sur le codage RSA, c'est des choses un petit peu compliquées. Et donc, je préfère qu'on attende d'être ensemble pour les faire. Voilà. Donc, ça a démarré très doux. Quels sont les entiers naturels inférieurs à 7? Premier avec 7, eh bien, tous, puisqu'un entier est premier avec 7, si leur seul diviseur commun, c'est 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont premiers avec 7. C'est normal, 7 étant premier, il n'a aucun diviseur plus petit que lui, sauf 1. Voilà. Ensuite, petit b, quels sont les autres nombres premiers avec 7? Eh bien, ce sont tous les nombres qui ne sont pas des multiples de 7. Voilà. C'est-à-dire
effectivement, si vous avez des nombres du type 7K, 7 x 1, 7 x 2, 7 x 3, ces nombres-là ne seront pas premiers avec 7, puisque ce sont des multiples de 7, hein, ils auront 7 comme diviseur commun, mais tous les autres nombres seront premiers avec 7, puisque leur seul diviseur commun sera 1, étant donné que 7 n'a pas d'autre diviseur que 1. Voilà, on continue. Petit b, si avec quel nombre donc le nombre p est-il premier? Alors, c'est la généralisation, hein, ça marche avec 7, ça marche avec n'importe quel nombre premier. Il est premier avec tous les nombres entiers, p, sauf ses propres multiples, c'est-à-dire p, 2p, 3p, 4p, 5p, k fois p, avec donc k appartient à z. Bon, pareil, comme tout à l'heure, ça vient du fait que, effectivement, le seul diviseur de p, c'est 1, et lui-même. Donc, ça veut dire que s'il n'est pas premier, s'il a un diviseur commun avec les autres nombres, la démonstration, elle est ici, hein, s'il a un diviseur commun avec les autres nombres, c'est forcément soit 1, soit p. Donc, si c'est 1, ben, c'est qu'il est premier, avec eux, et si c'est p, ben, c'est que les autres sont un multiple de lui. Voilà. Donc, vous avez ici une petite démonstration que vous pouvez regarder, c'est ce que je viens d'expliquer. On continue. Deuxièmement, petit a, rappelez le théorème de Gauss. Je passe. Petit b, soit a et b deux entiers naturels tels que n égale a b. On suppose que n admet un diviseur premier. Montrer que si p ne divise pas a, alors p divise b. Alors cette partie, elle est très importante parce qu'elle va nous servir pour la suite. Hein, donc, supposons que P divise AB. Si P ne divise pas A, c'est que forcément, ben, il est premier avec A. Pourquoi? Parce que P est un nombre premier. Et on a vu dans le premièrement hein, que P était premier avec tous les nombres entiers, sauf ses propres multiples. Hein. Donc si A n'est pas un multiple de P, hein, eh bien c'est que donc P est premier avec A. Donc si P est premier avec A, d'après le théorème de Gauss, P divise B. Voilà. Donc ça, c'est une partie très importante, qui veut dire que si un nombre premier divise un produit d'entiers, eh bien, il divise forcément un de ses entiers. Obligatoirement. On reviendra là-dessus dans la dernière question. Sans cette partie-là, vous ne pouvez pas faire la dernière question de cette activité. On continue. Petit c, en déduire que si un nombre p divise un produit de nombre premier, alors forcément, il est l'un d'eux. Ben, bien sûr, si P divise AB et que A et B sont premiers. Hein. Donc, si P divise A, alors comme A est premier, forcément P égale A, parce que ça veut dire que A est un multiple de P. Hein, donc A est un multiple de P, mais c'est un nombre premier. Il n'a aucun diviseur, sauf lui-même et 1. Donc A égale P. Et si P est premier avec A, alors P divise B. Hein. Mais bon, B étant aussi premier, bien forcément, P égale B. Donc voilà, si un nombre premier divise un produit de deux nombres premiers, ben forcément, il est l'un d'eux. On passe au troisièmement. Une autre application du théorème de Gauss. Alors, je passe un petit peu vite. Hein, je vous laisse regarder ce troisièmement. Pourquoi? Parce qu'on en a déjà parlé en classe. Hein, c'est un petit théorème qu'on a vu. Hein, c'est-à-dire que si P et Q sont deux nombres premiers distincts, et qui sont deux diviseurs de n, alors leur produit divise n. D'accord? C'est-à-dire si P est premier divise n, si Q est premier divise n, alors PQ divise n. Voilà, c'est ce qu'il faut, démontrer. Je crois vous l'avoir fait à l'oral en classe, ou pas. Donc vous regardez, c'est un théorème qu'il y a dans le cahier de cours. Vous regardez la petite démonstration. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas trop compliquée. Et on passe au quatrièmement, qui est ici le plus intéressant. Alors, donner les coefficients binomiaux k parmi n, pour n allant donc de 0 à 6, et k allant de 1, du coup, à n-1. Alors, rappelez-vous, les coefficients binomiaux, vous pouvez les calculer soit avec la calculatrice, soit avec le triangle de Pascal qu'on a appris l'année dernière. Le plus simple ici, c'était de faire le triangle de Pascal. Donc, je vous rappelle, j'ai mis ici, donc dans cette colonne, les n et ici le k. Donc par exemple, si je regarde le 3, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est 1 parmi 3. Ça veut dire que dans un arbre de Bernoulli, que je reproduis 3 fois, donc un arbre de 3 expériences successives de Bernoulli,
Ça veut dire j'ai 3 chemins qui réalisent un succès parmi les 3 épreuves de Bernoulli. Hein, donc vous pouvez tracer un arbre à 3 niveaux, hein, succès, échec, succès, échec, succès, échec. Et bien vous avez 3 chemins qui réalisent un succès et donc 2 échecs. Voilà, c'est ça les coefficients binomiaux. Alors pour les trouver, je vous rappelle comment on fait. On met D1 dans la première colonne, on met D1 sur la diagonale, puisque un succès parmi une épreuve, j'ai un seul chemin. 2 succès parmi 2 épreuves, j'ai un seul chemin. 5 succès parmi 5 épreuves, j'ai un seul chemin. Pourquoi? Parce qu'il faut faire que des succès. S, 5 fois. Il y a un seul chemin possible dans l'arbre. Donc j'ai D1 sur la diagonale. Et ensuite, je vous rappelle, pour calculer donc un coefficient de Bernoulli, ici 1 parmi 2, on fait la somme de celui du dessus avec celui du dessus juste à gauche. 1 plus 1, 2. Pour avoir 3, on va faire 2 plus 1, 3. Pour avoir ce 3 là, 1 plus 2, 3. Etc. Pour avoir ce 4, 3 plus 1, 4. Pour avoir ce 5, 4 plus 1, 5. Pour avoir ce 10, on fait 6 plus 4, 10. Ici, pareil, 4 plus 6, 10. Et voilà les coefficients de Bernoulli. Donc, alors, comme on vous dit pour k allant de 1 à n-1, ça veut dire qu'on ne regarde pas pour k égale 0. Hein, donc, j'enlève la colonne 0. Hein, c'est pour ça que j'ai mis du rouge ici. Et on ne regarde pas aussi pour k égale n. Donc, on regarde que les coefficients ici qui s'arrêtent juste avant k égale n, c'est-à-dire qui s'arrêtent ici. Donc, voilà les coefficients que l'on regarde. Ils sont encadrés en rouge. Et on vous dit, dans quel cas n divise-t-il ces coefficients? C'est k parmi n. Alors, ici, par exemple, j'ai n égale 2. Ben, on voit que 2 divise 2. Là, j'ai n égale 3. On voit que 3 divise 3. Là, j'ai n égale 4. Ah, on voit que 4 ne divise pas 6. D'accord? Il a un diviseur commun, mais 4 n'est pas un diviseur de 6. Pour n égale 5, ben, on voit que 5 divise 5. 5 divise 10. Donc, ça marche. Et ici, 6 ne divise pas 15. Et 6 ne divise pas 20. Donc, il semble que c'est une conjecture. Quand n soit premier, eh bien, n soit un diviseur des coefficients binomiaux k parmi n, avec bien entendu k compris entre 1 et n-1. On regarde que les coefficients qu'il y a dans cette zone rouge ici. Voilà. Cette conjecture, qui est ici une conjecture, il va s'agir de la démontrer. Donc, pour démontrer cette conjecture, on va passer au petit b. Donc, on vous rappelle que si on fait donc k factoriel fois le coefficient binomial, ça fait p fois p-1, fois p-2, fois p-3, jusqu'à p-k plus 1. On vous dit, montrer que si donc k est compris entre 1 et p-1, alors p est premier avec k factoriel. Eh bien, on va se servir de ce que je vous ai dit tout à l'heure, du deuxièmement petit b. C'est ça. On a vu que, donc, on va démontrer dans le cas où n est un nombre premier. Pardon, on prend p, donc du coup. Hein. Donc n, on va prendre p, c'est un nombre premier. Donc dans le cas où c'est un nombre premier, on a vu que si un nombre premier divise un produit d'entier, forcément, il est le diviseur de l'un d'eux. Alors k factoriel, vous savez que c'est donc k fois k-1, fois k-2, fois k-3, jusqu'à fois 1. Par exemple, 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc si k factoriel... Alors, si k factoriel est plus petit que p, eh bien forcément, p ne peut pas être un diviseur de k factoriel. Hein. Donc, à partir de là, il est premier. Le PGCD de p et de k factoriel, c'est 1. Maintenant, prenons le cas plus intéressant, où p va être plus petit que factoriel k. Alors, je vous rappelle, pour bien se situer, p c'est un nombre premier. C'est par exemple, je vais prendre 5. Donc, k factoriel, c'est la factorielle de n'importe quel nombre entier plus petit que p, c'est-à-dire à partir de 4. Je peux prendre 4 factoriel, 3 factoriel, 2 factoriel. Alors, excusez-moi, il y a une petite erreur, j'ai dit d'après le deuxièmement petit c, c'est le deuxièmement petit b. D'accord? Bien. Supposons que p soit un diviseur de k factoriel. Je fais un petit peu un raisonnement par l'absurde ici. Eh bien, ça veut dire que p, il divise un produit de nombres entiers plus petit que lui, puisque k est plus petit que p. Donc forcément, d'après le deuxièmement petit a, j'ai soit p divise 1, soit p divise 2, soit p divise 3, soit p divise k. Mais k, c'est maximum p-1. On a vu que k, il était plus petit que p. Donc à partir de là, il y a une contradiction. P ne peut pas diviser un nombre plus petit que lui. Et donc forcément,
P est premier avec K factoriel. Voilà. Bien, maintenant qu'on a démontré que P est premier avec K factoriel, on voit dans l'énoncé que quand on vous donne le produit donc, de K factoriel fois le coefficient binomial K parmi P, on voit P apparaître. C'est P fois P-1 fois P-K fois P-K plus 1. Donc ça veut dire que P est un diviseur de K factoriel fois K parmi P. Eh bien, comme P est premier avec K factoriel, alors forcément P va diviser K parmi P. Avec K bien entendu, compris entre 1 et P-1. Voilà, alors l'utilité de ça, pour l'instant, vous ne la voyez pas. Je le corrige parce que je vous l'ai donné. L'utilité de ça, ça va être le codage RSA. À partir de là, on va sortir le petit théorème de Fermat. Et du petit théorème de Fermat, on sortira le codage RSA. Le codage RSA, c'est le codage à clé publique qui est utilisé quand vous connectez sur le site de votre banque. Hein. Donc, il y a une clé publique, puisque que vous tapez votre code, puisque votre ordinateur est capable de coder. Mais vous pouvez dire, si votre ordinateur est capable de coder votre code secret, il doit être capable aussi de décoder les codes secrets des autres. Eh bien non. La clé de codage est publique, mais la clé de décodage, elle, est privée. Et vous ne pouvez pas décoder les codes des autres, décrypter les codes des autres. Voilà. Bien, je referme la parenthèse. On reviendra là-dessus quand on se retrouve au mois de mai, j'espère. Voilà. Hein. Alors, en revanche, maintenant, je vous laisse travailler quelque chose de plus facile que ça. C'est le cours sur les matrices. Bonne chance et bon week-end.